Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser au financement immobilier en Suisse. Je pense que le financement immobilier en Suisse n'est pas forcément très bien compris et je pense qu'il faut différencier surtout plusieurs éléments qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de critères et que les financements varient énormément en fonction du bien immobilier qu'on achète. Le financement immobilier n'est pas le même si vous achetez une résidence principale, si vous achetez une résidence secondaire, si vous achetez un bien de rendement, si vous achetez un bien de rendement résidentiel ou bien commercial, industriel, artisanal. Tout dépend de l'acquisition que vous allez faire. Non seulement l'apport en fonds propres sera différent, mais aussi la méthode de calcul d'évaluation de la banque et puis qu'est-ce que vous allez devoir justifier pour obtenir le financement. Premièrement, il faut se poser la question sur qu'est-ce que la banque va analyser pour pouvoir établir son financement. Sur quoi est-ce qu'elle va se baser pour pouvoir déterminer quel financement elle peut vous apporter. Eh bien, en général, ce sera séparé en deux éléments bien distincts. Premièrement, vous aurez le bien immobilier lui-même. Deuxièmement, vous, le débiteur. Évidemment que la banque, à chaque fois qu'elle va faire un financement, au final, elle devient associée avec vous. Ça devient un véritable partenaire. Donc, elle va s'intéresser à ce qu'elle finance, évidemment, et puis à qui est derrière ce financement. Si on s'intéresse à l'objet lui-même, tout dépend du bien immobilier que vous allez acheter. Si vous achetez votre résidence principale, elle va s'intéresser à la maison que vous allez acheter évidemment et puis elle va surtout déterminer la valeur sur laquelle elle va pouvoir financer. C'est ce qu'on appelle la valeur de nantissement. C'est l'estimation effectuée par la banque et puis c'est cette valeur-là qui va être prise en compte pour son financement. Maintenant, en immobilier, il y a plein de valeurs différentes en fonction de l'affectation des biens immobiliers. Et il y a aussi plein de méthodes d'estimation différentes, évidemment, qui vont chaque fois avec une différente valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'occasion de voir dans le détail dans le brevet d'expert en estimation immobilière. Admettons que vous alliez acheter un appartement en PPE, donc un appartement dans un immeuble en propriété par étage. La banque va simplement utiliser ce qu'on appelle la méthode hédoniste. C'est une méthode d'évaluation qui va déterminer une valeur définie par un logiciel. Elle va utiliser un logiciel que toutes les banques utilisent en général pour leur financement. Elle va rentrer certaines caractéristiques, certains critères dans le logiciel et puis ce logiciel-là va comparer en fonction des biens immobiliers qui ont été vendus et qui sont disponibles sur le marché pour vous donner une valeur approximative de l'appartement. Mais ça, c'est uniquement valable si l'appartement sera utilisé comme résidence principale. Si vous achetez un appartement pour un bien de rendement, pour obtenir un revenu locatif, dans ce cas-là, la banque va l'estimer par la valeur de rendement et pas la valeur en PPE. Alors qu'est-ce que ça change au final? Eh bien, ça change tout. Si vous achetez un appartement pour y vivre, la banque va s'intéresser uniquement aux revenus que vous arrivez à générer vous-même, les revenus bruts que vous avez à disposition sur l'année. En revanche, si vous achetez un bien de rendement, dans ce cas-là, la banque va s'intéresser au bien immobilier lui-même plutôt. Donc, qu'est-ce qu'il arrive à générer de lui-même et est-ce qu'il arrive à s'autofinancer? Donc, elle va analyser les revenus nets générés par l'appartement et puis elle va les comparer avec les charges théoriques calculées par la banque qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant, si vous achetez une maison individuelle pour l'utilisation propre, dans ce cas-là, l'évaluation est un petit peu différente. Certes, elle est toujours faite par ces logiciels d'estimation, mais si vous avez déjà fait l'exercice, la banque vous demande toujours les mètres cubes, le cubage de la maison en question. Pourquoi? Eh bien parce qu'une maison en Suisse, elle est estimée par ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Ça veut dire la valeur des constructions en fonction du volume qu'elle dispose et puis on rajoute la valeur du terrain. À noter qu'on va aussi déduire une certaine vétusté, donc on va réduire la valeur de la maison en fonction du vieillissement naturel qu'elle a eu avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'âge économique de la maison. Toutes ces valeurs différentes vont créer ce qu'on appelle des valeurs de nantissement. Donc c'est ces valeurs-là qui seront déterminées par la banque pour qu'elle puisse établir son financement. Si vous achetez un bien de rendement résidentiel, vous devez mettre 25% de fonds propres, eh bien la banque financera 75% sur la valeur de rendement qu'elle aura effectuée plus tôt. En revanche, si vous achetez un appartement en PPE pour votre résidence principale, dans ce cas-là, elle va se baser sur la valeur de PPE déterminée par le logiciel en question. Maintenant, dans tous les cas, même si pour la valeur de rendement, elle va s'intéresser plutôt à la capacité d'autofinancement du bien immobilier, elle va toujours quand même s'intéresser à qui est derrière ce financement. Évidemment, c'est parfaitement logique. Imaginez-vous, c'est comme si vous allez acheter un appartement avec un associé, mais que vous n'avez aucune idée sur la solvabilité de votre associé. Vous ne le feriez jamais. Pour la banque, c'est pareil. Au final aussi, qui c'est qui finance? Parce qu'on parle toujours de la banque, mais il y a plusieurs types d'établissements de financement. Vous avez les banques, vous avez les assurances et vous avez les caisses de pension. Il faut savoir que tous les établissements de financement sont régulés par la FINMA. C'est l'autorité qui s'occupe de réguler tous les établissements de financement en Suisse. Donc ça veut dire que certaines conditions de base sont déterminées de toute façon pour tout le monde et c'est la même chose pour tout le monde. Ensuite,
il y a effectivement un petit peu de différence dans les conditions en fonction des différents établissements. Quand vous allez acheter un bien immobilier, vous allez de toute façon passer par les frais d'acquisition. J'ai parlé tout à l'heure des fonds propres que vous devez mettre à disposition comme apport. Donc ça varie en fonction du type de bien immobilier que vous allez acheter. On parle de 20% pour une résidence principale, 25% pour un bien de rendement résidentiel, 30% pour une résidence secondaire minimum, 35% pour un bien immobilier commercial, industriel et artisanal. Mais en plus de ça, vous devez toujours compter des frais d'acquisition. Ces frais d'acquisition sont divisés vraiment en deux catégories différentes. Vous avez d'un côté l'imposition à l'achat, c'est ce qu'on appelle les droits de mutation. C'est une véritable imposition que vous allez payer à l'État. Et de l'autre côté, vous avez les honoraires du notaire. La totalité de ces frais varie énormément en fonction des cantons, mais on part à peu près à 3% en Valais pour être plus ou moins à 5% à Genève. Vous devez aussi ajouter, il ne faut pas oublier, les frais de constitution de cédule hypothécaire. La cédule hypothécaire, c'est simplement le titre en théorie que vous allez remettre à la banque et en échange, elle va vous rendre de l'argent. Ça fonctionne comme ça en théorie parce que c'était comme ça réellement avant. C'est ce qu'on appelait une cédule hypothécaire au porteur. Et aujourd'hui, on fait plutôt des cédules hypothécaires de registre qui sont directement inscrites au registre foncier. Ça évite de perdre ce document qui est extrêmement important et qui demande une longue procédure pour le faire supprimer s'il est perdu. Ça m'est arrivé personnellement et ça a pris 10 mois pour faire annuler ce document. Et tant qu'il n'est pas définitivement annulé, vous ne pouvez pas procéder au transfert de propriété au registre foncier. En termes de financement maintenant, vous avez aussi la possibilité de diviser votre dette en plusieurs tranches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question des taux est extrêmement importante. On n'est pas habitué à l'augmentation des taux et ça faisait plus de 10 ans que les taux faisaient que de baisser. Aujourd'hui, la tendance a changé. Donc on ne sait plus vraiment quoi choisir entre le taux Saron, le taux fixe à court terme, le taux fixe à plus long terme. Ce que vous pouvez faire, c'est faire plusieurs tranches. Vous pouvez décider de diviser par exemple la dette en 3, de dire la première tranche sur le premier tiers, ce sera un taux Saron. La deuxième tranche, ce sera un taux fixe à 3 ans et la troisième tranche, ce sera un taux fixe à 7 ans ou 10 ans, c'est égal. Le taux Saron, c'est un taux qui change tous les jours. Vous allez le fixer en général pour une durée de 3 mois avec la banque et puis de 3 mois en 3 mois, il va évoluer en fonction de l'évolution des taux en général. Évidemment que le taux Saron sera en général toujours plus faible que les taux fixes. Pourquoi? Parce qu'au final, la banque ne prend aucun risque. Avec un taux Saron, elle va faire évoluer le taux en permanence en fonction de l'évolution du taux. Elle aura toujours sa marge et il y aura toujours un taux d'intérêt de base. En revanche, admettons, vous avez fixé un taux à 0,8 sur 10 ans il y a quelques mois. Et bien à ce moment, la banque ne peut plus changer ce taux vu qu'il est fixé pendant 10 ans. Donc c'est là qu'elle prend des risques. C'est pour ça que la marge sera toujours plus importante sur un taux fixe qu'un taux Saron, donc le taux fixe à l'instant T sera toujours plus élevé que le taux Saron. En revanche, quand vous optez pour un taux Saron, vous prenez aussi des risques parce que votre taux évolue avec le temps. Donc vous ne savez pas dans 2 ans à combien est-ce que vous allez payer votre dette. Quand vous choisissez un taux fixe, vous allez savoir exactement combien vous allez payer. C'est beaucoup plus facile à planifier. Par contre, vous avez moins de flexibilité et annuler votre contrat sera beaucoup plus compliqué. Ou alors, vous allez payer des pénalités. J'en profite d'ailleurs pour vous rendre attentif que quand vous faites un financement, vous devez toujours vous intéresser à toutes les conditions du financement. Il ne faut pas simplement s'arrêter au taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que vous avez des banques qui sont beaucoup plus flexibles que d'autres d'un point de vue refinancement et résiliation du contrat. Il y a certaines banques qui, en termes de refinancement, vont vous proposer plus de fonds propres pour dégager des liquidités et investir ailleurs. Il y a d'autres banques qui vont vous reprêter simplement pour réinvestir dans le bien immobilier qui est déjà financé. Et il y a des banques qui ne vont pas du tout être intéressées par un refinancement. En 2 mots, le refinancement, c'est une particularité suisse qui vous permet de dégager des liquidités si vous avez soit amorti la dette ou alors si votre bien immobilier a pris beaucoup de valeur. En général, vous n'avez pas la possibilité d'effectuer un refinancement avant les 2 ans après la signature du contrat. Donc après l'acquisition de votre bien immobilier, mais de nouveau, ça dépend des banques, ça dépend des établissements de financement. Enfin, dernier point, quand vous faites un financement immobilier, vous devez absolument toujours demander plusieurs offres. C'est extrêmement important. Ne vous arrêtez surtout pas à la banque que vous connaissez, avec laquelle vous travaillez depuis l'éternité. Il faut savoir que dans les financements immobiliers, vous avez beaucoup de personnes qui prennent des décisions et elles changent et elles évoluent tout le temps avec le temps. Donc en fonction des personnes qui sont dans le board de décision, vous avez des conditions qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus souples ou pas. Alors une banque qui a des très bonnes conditions à l'année N, elle n'aura pas du tout forcément des bonnes conditions à l'année N+3. Si je récapitule un petit peu cette vidéo, premièrement on a vu que la banque se base toujours sur 2 éléments différents pour son financement. Donc premièrement, le bien immobilier lui-même, deuxièmement le débiteur, ça veut dire vous-même qui est derrière l'acquisition. Ensuite, il y a plusieurs établissements de financement qui financent. Il y a les banques, les assurances et les caisses de pension. Il faut savoir qu'elles sont toutes régulées par la FINMA, mais elles ont des conditions qui varient en fonction de l'une à l'autre. Enfin, vous ne devez jamais oublier les frais d'acquisition que vous devez financer vous-même avec vos fonds propres, en plus du prix d'achat. Et enfin, faites toujours attention à bien lire les conditions des contrats de crédit et ne vous fiez jamais à un seul avis ou une seule offre. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ci-dessous
quel type de vidéo vous aimeriez voir pour la prochaine fois. Ciao!